Alors, il y a un sujet qu'on a abordé plusieurs fois sans jamais vraiment rentrer dans les détails. Et j'aimerais vraiment qu'on en parle parce que c'est un sujet que vous, médiateurs professionnels, vous traitez régulièrement lors de vos médiations. Et ça, c'est le sujet du harcèlement. Ouais. Raphaël est ma fille, elle a 24 ans et depuis quelque temps, elle s'intéresse à ma profession. Elle me pose beaucoup de questions sur la médiation professionnelle, sur les thématiques d'actualité et sur tout ce qui touche à la relation. J'ai eu envie de vous partager nos échanges. Voilà. Est-ce que je suis assez motivée pour le faire ou pas ? Je dirais que lui dire merci, c'est le minimum. C'est vrai que pour les médiateurs, c'est souvent dans un cadre professionnel, en fait, où il est question de propos ou de comportements qui vont être qualifiés de harcèlement par la personne qui les subit ou par son entourage. Et d'ailleurs, c'est souvent l'entourage qui alerte la personne sur le fait qu'elle est en train de vivre une situation de harcèlement. Tu vois, je pense à une médiation qui a eu lieu dans une entreprise à la demande de la direction. Donc, il y a une jeune femme, on va l'appeler Sophie, ça te va ? Ouais. Donc, elle a été recrutée depuis peu de temps dans un bureau d'études, chez les architectes. C'est sa première expérience professionnelle. Elle sort de l'école, donc elle a encore plein de choses du métier à apprendre. Et elle a une tutrice. Donc, c'est une architecte qui l'accompagne dans toutes ses tâches. Et enfin, peut-être pas dans toutes ses tâches, mais dans les tâches principales. Ok. Et petit à petit, la tutrice va faire des commentaires qui se veulent peut-être instructifs, mais qui deviennent de plus en plus critiques. Alors au début, ce sont des remarques sur son travail, où elle va lui dire tu devrais faire attention à telle chose, telle tâche n'a pas été réalisée correctement, et puis ça continue, donc attention, si tu continues comme ça, tu vas faire couler l'entreprise, tu vois. Et puis avec le temps, ces remarques deviennent de plus en plus personnelles, mais ça se fait toujours en face à face, tu vois, où elle va lui dire, tu sais, vraiment, je me demande si tu es faite pour ce métier. Ou alors, c'est étonnant que tu aies ton diplôme avec un niveau de compétence aussi faible. Oui, donc ce sont des commentaires qui, au lieu d'encourager Sophie, finalement, ils commencent à la déstabiliser et à éroder sa confiance en elle. En fait, c'est surtout lors des réunions que ça devient plus compliqué pour Sophie, parce que la tutrice plaisante, je le mets entre guillemets, sur le manque de compétences de Sophie. Tu vois, elle va dire... Tiens, on a encore passé la matinée à corriger les erreurs de Sophie, c'est un peu notre rituel maintenant, tu vois. Ouais. Ou alors, attention tout le monde, Sophie a encore frappé. Tu sais, on pourrait te donner un diplôme en gaffe parce que t'es vraiment une pro maintenant. Et si on avait 1 euro pour chacune de tes erreurs, on serait riche. Wow. Donc bon, tu vois, c'est pas très agréable. Elle entend aussi de la part de sa tutrice, c'est sympa que tu sois là, Sophie, parce que ça nous rappelle en fait que personne n'est parfait. Bon, voilà, j'ai pas besoin de te dire que ces commentaires sont ressentis par Sophie comme dévalorisants, humiliants. Ah ouais. D'ailleurs, à chacune des réunions, elle part se réfugier dans les toilettes. Bon, elle pleure, elle ne sait pas vraiment quoi faire. Mais en tout cas, elle commence sérieusement à douter de ses compétences et puis à craindre de faire des erreurs. Alors, ça affecte son moral, ça affecte sa performance. Et en fait, ce sont ses collègues qui ont eu droit aussi à des commentaires de la part de cette tutrice qui vont alerter Sophie sur le fait qu'elle est en train de vivre une situation de harcèlement puisqu'il y a une répétition de propos dénigrants. D'accord. Et ce que tu me disais, c'est que le concept de harcèlement moral, justement, tel qu'on le comprend aujourd'hui, ça n'a pas toujours existé. Et pour autant, les propos et les comportements, eux, existaient bien à l'époque. Ils ont toujours existé, en fait. Le harcèlement moral, il a commencé à être formalisé et reconnu dans les années 80-90, et il a été reconnu juridiquement en 2002 avec une loi qui a introduit des dispositifs spécifiques dans le Code du travail et dans le Code pénal. Ok. Mais évidemment, ça existait bien avant. On parlait de brimades, de mauvais traitements, d'abus de pouvoir, d'intimidation, d'humiliation. Je dirais que ça faisait partie de la vie d'entreprise. Mais tu vois, on en a déjà parlé quand on évoquait le changement dans le management. Les personnes aujourd'hui ont plus d'exigences, et particulièrement plus d'exigences pour ce qui touche à leurs conditions de travail. Ouais. Et quand on parle de conditions de travail, bien sûr, on parle de ce qui se passe au niveau relationnel. Les personnes ne veulent plus subir des comportements ou des propos qui leur sont désagréables et qui ne les motivent pas à venir au travail. Oui, j'imagine que c'est ce qui se passait dans le cas de Sophie, parce que la perspective de la réunion, ça devait être stressant, non ? Mais évidemment. Et en fait, Sophie, elle ne sait pas quoi faire. Tu vois, elle pourrait très bien partir de l'entreprise. Mais pour elle, travailler dans ce bureau d'études, ça présente plein d'avantages. Et finalement, poussée par ses collègues, elle va voir le DRH
et elle lui parle de cette situation. Ok. Alors, je te passe les détails parce que la direction a plusieurs possibilités, sauf celle d'ignorer la situation en question, puisque l'employeur a une obligation légale de garantir la sécurité et la santé mentale de ses employés. Ouais. Et donc, ça comprend la prévention du harcèlement moral. Et en fait, dans des situations comme celle-ci, la décision du recours qui va être mis en place dépend de la manière dont les décisionnaires regardent l'humain. Et là, peut-être que ça te rappelle les courants de pensée dont on a déjà parlé. Oui, c'est-à-dire que si on a comme représentation de la personne qui harcèle que c'est quelqu'un qui veut faire du mal, qui est mal intentionné, que c'est une personne mauvaise ou même qu'elle fait exprès, en sachant très bien le mal qu'elle fait, alors là, c'est sûr, il faut la punir. C'est ça, si on a cette conception de la personne, alors on va mettre en place des sanctions pour corriger ce que l'on perçoit comme de la malveillance ou de l'illégalité. Oui, logiquement, oui. Et il y aurait une autre approche qui pourrait être de considérer la personne, celle qui est qualifiée de harceleuse, comme malade ou perverse. Tu vois, ce qui va amener une réponse psychologique ou psychiatrique. Oui. Mais tu sais, il y a une autre manière de regarder la situation et les personnes. C'est-à-dire que je peux partir avec un postulat, c'est que l'individu est fondamentalement ignorant. Oui. Ce qui est le cas, Oui. puisqu'on ne sait pas tout sur tout. Alors, il devient possible de voir ces comportements inappropriés comme des maladresses dues à un manque de connaissances ou à un manque de compétences en matière relationnelle. Ouais, tu vois ? absolument, ouais. Nous pouvons reconnaître que la tutrice voulait obtenir un résultat. Là, en l'occurrence, que Sophie accomplisse correctement ses tâches. Mais faute de savoir-faire, en fait, elle a été maladroite. Exactement. C'est-à-dire que toutes les stratégies qu'elle a mises en place sont maladroites. Les personnes ne sont pas naturellement compétentes en matière relationnelle. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont plus à l'aise que d'autres dans leurs interactions, mais ça ne veut pas dire pour autant que dans toutes leurs interactions, elles vont savoir faire. Ouais. Donc, reconnaître à la tutrice cette légitimité à être maladroite parce que ignorante, ça permet d'avoir une approche qui se situe en dehors de la sanction. Parce que la sanction, ça n'a jamais apporté de compétences. Et en fait, ça va permettre à la tutrice deux éléments. D'abord, de lui faire prendre conscience des conséquences de sa manière de faire sur l'autre. Ouais. Tu vois, ça peut paraître curieux, mais souvent, les personnes n'ont aucune vision sur les répercussions de leurs actions sur les autres. C'est-à-dire qu'elles pensent agir pour le bien ou dans un cadre professionnel sans se rendre compte de l'impact émotionnel que leurs paroles, que leurs propos, que leurs comportements peuvent avoir. Et ensuite, ça ouvre la porte à un accompagnement ou à une formation sur des compétences relationnelles. Ça peut se faire, on en a déjà parlé, sous forme de coaching ou de formation au sein de l'entreprise, pour que la personne sache comment faire quand elle veut faire passer un message. Parce qu'on est bien d'accord sur le fait que la tutrice voulait faire passer un message à Sophie. Ah clairement. Elle voulait lui dire qu'elle ne faisait pas les choses comme elle-même aurait souhaité que ça se fasse. Et ne sachant pas faire, elle a utilisé l'humour, la dérision ou la moquerie pour faire passer son message. Mais j'ai déjà entendu lors des formations que tu animes que ça s'appelle des risques d'obstacles à la communication. Exactement. Et pour Sophie, de son côté, il y a aussi de l'ignorance et de la maladresse. Ouais. Parce que elle n'a rien dit face aux propos de la tutrice. Mais on peut bien s'imaginer que d'autres personnes auraient pu s'indigner, ne pas se laisser faire ou peut-être même pas un tir. Oui, parce que en fait, Sophie, elle ne réagit pas parce qu'elle ne sait pas comment réagir. Ouais. Tu vois, il y a beaucoup de personnes qui peuvent avoir du mal à affronter des situations où elles se sentent maltraitées ou dévalorisées, simplement parce qu'elles manquent d'outils pour pouvoir s'exprimer. Ouais. Et ce qui est important à comprendre, c'est que pour qu'une situation soit perçue comme du harcèlement, il faut que la personne affectée ressente des émotions négatives face aux propos ou au comportement d'une autre personne. Et tout le monde ne réagit pas de la même manière à ce genre de situation. Tu vois, ce qui va déstabiliser une personne peut être complètement ignoré par une autre. Oui, donc pour Sophie, et plus généralement pour toutes les personnes qui se sentent dévalorisées ou dénigrées par des propos ou des comportements, l'enjeu, c'est de savoir comment réagir. C'est d'apprendre à reconnaître ces situations et à se donner les moyens de les affronter ou de les dépasser. Et je dirais même de les affronter et de les dépasser. Ouais, exact. Donc que ce soit en s'affirmant directement
ou encore en demandant de l'aide extérieure. Ah ben là, quand tu parles d'aide extérieure, je dirais que ce qui est important, effectivement, c'est de ne pas rester passif face à ces comportements. Ouais. Mais l'aide extérieure, c'est le rôle du médiateur. Exact. Et là, le rôle du médiateur, il devient essentiel parce qu'il va intervenir comme un tiers indépendant, impartial et neutre, on l'a déjà dit. Il va guider les échanges pour que la personne dite harceleuse prenne conscience, comme on l'a dit tout à l'heure, de l'impact de ses paroles et de ses comportements. Mhm. Et pour la personne dite harcelée, qu'elle puisse exprimer aussi son ressenti et ses besoins. Il ne s'agit pas seulement de résoudre le conflit, mais il s'agit également de restaurer un climat d'entente et de compréhension. Donc cette médiation qui a eu lieu entre la tutrice et Sophie, comment elle s'est terminée ? Alors, bon, je ne vais pas reprendre toutes les étapes de la médiation, mais chacune a pu s'exprimer, partager ses attentes, ses ressentis, et gérer surtout ses incompréhensions, parce qu'il y avait de l'incompréhension de part et d'autre. Ouais. Donc en fait, ce qui est ressorti, c'est que la tutrice n'avait pas réalisé à quel point ces remarques avaient un impact négatif sur Sophie. De plus, je dirais que c'était une manière pour elle de signaler à la direction que si les résultats attendus n'étaient pas au rendez-vous, c'était pas de sa faute. Elle vous laisse dédouaner. Exactement. Ok. Mais au cours de la médiation, en fait, elle a pris conscience que c'était aussi sa manière de faire et de dire les choses qui contribuaient au problème. Ouais. Donc elle a compris que son approche, loin de résoudre les problèmes, au contraire, les exacerbait. Et puis, Sophie, de son côté, elle a pu expliquer combien ces critiques l'avaient non seulement démotivée, paralysée dans son travail, elle a pris conscience également que son mutisme, son propre manque d'affirmation de soi, avait joué un rôle dans la situation. Oui, elle s'est rendue compte qu'elle était, elle aussi, contributrice. Exactement. C'est toujours la même chose. C'est comme dans un... Enfin, je dis, c'est un conflit. Donc, pour qu'il y ait conflit, pour qu'il y ait harcèlement, il faut qu'il y ait deux contributeurs au moins. Ouais. Voilà. La tutrice qui avait déjà informé sa hiérarchie qu'elle voulait plus faire de tutorat, elle a souhaité passer le relais à un autre architecte, ce qui convenait parfaitement à Sophie. Ok, super. Et puis derrière, les dirigeants de l'entreprise ont souhaité mettre en place une formation à la qualité relationnelle parce qu'il était clair pour eux que la culture d'entreprise se travaille en fait pour prévenir ce genre de situation. Donc ils ont compris que pour maintenir un environnement de travail agréable, sain, productif, il était essentiel de développer les compétences relationnelles au sein de l'équipe. Et j'ai envie de rajouter que le harcèlement moral, il n'existe pas que dans l'entreprise, mais j'imagine que les mécanismes sont toujours les mêmes. Oui, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire il y a toujours deux ignorances, pour le dire d'une manière schématique. Deux ignorances qui rencontrent deux maladresses, finalement. Alors oui, c'est deux ignorances qui se confrontent. Il y a d'un côté une personne qui a un besoin et qui ne sait pas le clarifier, qui ne sait pas l'exprimer d'une manière constructive, et puis de l'autre, une personne qui ne sait pas comment s'affirmer ou comment réagir face à des propos ou à des comportements qu'elle trouve désagréables ou blessants. Alors c'est cette double méconnaissance, c'est cette double ignorance, cette double maladresse qui crée souvent un terrain propice au malentendu et à des situations qui pourraient être qualifiées de harcèlement. Et tu vois, encore une fois, ça nous permet de conclure ce podcast en disant et en rappelant ce que nous disons systématiquement, être en relation. Ouais. Ah ouais, être en relation, ça s'apprend. Exactement.